Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Après le Kenya et l'Ouganda, c'est au tour du Sud-Soudan de se préparer pour le déploiement de quelques-unes de ses forces en République démocratique du Congo. Cela dans le cadre de la rébellion du M23 à la frontière, donc près du Rwanda et la RDC. Pour comprendre l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, nous mettons le cap donc sur Bruxelles pour retrouver Arine Zouzi, spécialiste donc de l'Afrique et analyste politique. Bonjour à vous, Arine Zouzi. Bonjour Oumar. Alors, après, donc, je le disais, plusieurs autres pays, c'est au tour du Sud-Soudan de déployer environ 45 de ses soldats en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous expliquer dans quel contexte ces forces sont déployées en République démocratique du Congo? Alors, la force régionale qui est issue de la communauté est-africaine a souhaité, d'une certaine manière, apporter sa contribution dans la résolution du conflit à l'est de la RDC en déployant notamment une force multinationale composée de plusieurs États membres de cette organisation. Le contingent kényan a été annoncé comme étant le plus nombreux, ce qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une, discussion assez difficile au niveau du Parlement kényan. Ensuite, nous avons eu les troupes burundaises qui ont été déployées dans le sud Kivu, rejoints par la suite par les troupes ougandaises, et on nous annonce là bientôt les 45 soldats du Soudan du Sud. Il s'agit là d'une force qui a pour vocation essentielle de récupérer les positions qui sont abandonnées par le M23, dans l'hypothèse évidemment où le M23 exécute la lettre et l'esprit du cessez-le-feu, mais c'est une situation évidemment qui ne satisfait pas du tout l'opinion congolaise, étant donné qu'il y a énormément d'impatience et surtout très peu de résultats probants, puisque dans l'esprit de l'opinion publique congolaise, cette force est-africaine avait un mandat offensif. Les différentes communications auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, en rapport avec la mission et le mandat de cette force montrent en réalité qu'il y a eu beaucoup plus de passivisme d'une certaine manière, d'inefficacité, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Et récemment d'ailleurs, lors du sommet de Bujumbura, le chef de l'État congolais a rappelé qu'il était important que cette force puisse véritablement jouer pleinement son rôle et sa mission, et ne pas simplement se contenter d'observer ça et là les avancées ou tout simplement le non-respect du cessez-le-feu. Mhm. Alors, l'Angola aussi devrait faire de même. Pas mal de pays donc frontaliers de la RDC devraient envoyer leurs forces. Mais là, une question se pose. Le M23 devait avoir dû se retirer de ses positions au plus tard le 30 mars dernier. Ce n'est pas le cas. À quoi est-ce qu'on est en train d'assister, ou plutôt vers quoi se dirige-t-on? Alors, il faut peut-être rappeler deux choses qui sont importantes. Le conflit à l'est de la RDC a une double dimension. Il y a une dimension interne et une dimension externe. La dimension interne qui est pour l'instant suivie par le processus de Nairobi, met en présence un certain nombre de groupes armés qui ont souvent écumé cette partie du territoire et qui ont accepté de jouer le jeu en allant à la table des discussions pour essayer de trouver avec le gouvernement une solution durable. Et d'ailleurs, l'issue prévisible de ce processus, c'est la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, qui est en fait un dispositif qui permet de réinsérer progressivement dans la société les éléments des groupes armés qui auront accepté de déposer les armes. Et puis vous avez la dimension externe qui découle du processus de Luanda et pour lequel nous avons depuis plusieurs mois pris connaissance d'une feuille de route qui stipule notamment que le M23 doit se dégager, se désengager et quitter toutes les positions qu'elle occupe à l'issue d'un cessez-le-feu qui a été plusieurs fois décrété mais qui n'a jamais été respecté dans les faits. Lorsque
les conditions du cessez-le-feu sont respectées, il y a ce que l'on appelle le mécanisme de vérification conjoint élargi avec un dispositif ad hoc qui a été mis en place par les autorités angolaises et sous commandement angolais qui est chargé de veiller à l'effectivité de ce cessez-le-feu. Une fois que cette effectivité est constatée, eh bien, la force régionale occupe les positions abandonnées par le M23. Jusqu'ici, rien de tout cela n'a été observé. C'est seulement ces derniers jours que l'on a pu voir, notamment au niveau de Bunagana, je pense, les troupes ougandaises revenir d'une certaine manière pour récupérer ces positions et deux autres positions qui ont été récemment abandonnées par le M23, mais cela s'est fait concomitamment à un renforcement de ce même mouvement rebelle, j'allais dire, sur d'autres axes. Ce qui est important de relever par rapport à la dimension externe du conflit, dont les questions les plus importantes sont traitées à Luanda, c'est que le Rwanda joue un rôle important, ce qui montre bien que le rôle et la responsabilité du Rwanda est reconnu puisque il a été suggéré au Rwanda d'user de son influence pour convaincre notamment le M23 de cesser son activisme. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce finalement, on sait que le M23 réclame un dialogue direct avec Kinshasa, est-ce que finalement c'est via ce dialogue direct avec Kinshasa que les choses vont se régler ou plutôt via une discussion directe entre le Rwanda et l'AR des Congo? Alors, il y a d'autres choses, en tout cas, qu'il convient ici de rappeler. D'abord, une mission du Conseil de sécurité a séjourné récemment en République démocratique du Congo. Cette mission a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a également séjourné à Goma. À l'issue de cette mission, un appel au dialogue a été lancé par cette délégation. Mais c'est là précisément que se pose un vrai problème. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il existe des rapports fortement documentés qui établissent très clairement la responsabilité du Rwanda dans la situation qui prévaut à l'heure actuelle à l'est de la RDC. Le seul problème, c'est que ces rapports n'ont jamais été examinés. Si ces rapports devaient être examinés, le Conseil de sécurité devrait être, j'allais dire, cohérent et conforme à la mission qui est la sienne, c'est-à-dire sanctionner et prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit international. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, mais il s'agit de contraindre ceux qui violent cette intégrité à soit déposer les armes, soit à se retirer dans le pays d'origine. C'est la contradiction face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec, en toile de fond, il faut bien le dire, plusieurs armées étrangères qui sont venues dans le cadre de la force régionale est-africaine, mais qui ont ceci en commun, à l'exception notable du Kenya, eh bien, des groupes armés internes venus de leur pays d'origine, qui trouvent refuge en RDC et qui peuvent éventuellement être un prétexte pour ces armées étrangères de traquer ces groupes armés sur le territoire national, les détournant de la mission originale pour laquelle ils sont venus. Et c'est ce risque d'internationalisation du conflit qui rend les choses extrêmement compliquées et qui permet, d'une certaine manière en toile de fond, au M23 de pouvoir avancer sereinement. Alors, est-ce que, in fine, avec ces risques d'internationalisation, la solution serait encore peut-être de nouvelles mesures prises par l'IGAD, entre autres, ou bien en Afrique centrale, ou plutôt carrément au niveau du Conseil de sécurité? Alors, il faut d'abord que le mandat de la force régionale soit clairement identifié. Parce que jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été au rendez-vous, n'ont pas été probants. On a plutôt eu l'impression que le M23 a continué à progresser malgré les appels au cessez-le-feu, malgré les différents ultimatums qui n'ont jamais été respectés à ce jour. La deuxième chose qu'il faut impérativement régler, c'est l'interopérabilité au niveau des opérations. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez plusieurs dispositifs émanant de différentes armées de pays étrangers, amis,
qui ont accepté d'apporter leur aide à la RDC, il faut qu'il y ait un minimum de règles communes dans ce qui constitue l'engagement même de ces forces-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas notamment d'agenda caché ou de tentation d'avoir ce que l'on appelle le droit de poursuite. Je vous donne un exemple très très simple. Vous avez l'armée ougandaise qui opère à l'heure actuelle, donc aux côtés des FRDC pour neutraliser certaines poches de résistance ADF, mais qui sont aussi dédiés à cette force régionale. Il s'agit là, pour le coup, de pouvoir respecter la lettre et l'esprit de cette force régionale sans qu'il y ait une volonté de pouvoir régler des problèmes de politique intérieure sur le territoire congolais. Et ça, c'est le principal risque. Nous avons le même problème avec l'armée burundaise qui pourrait effectivement être tentée de traquer quelques éléments résiduels de groupes armés qui sont en opposition avec le régime de Bujumbura. Donc, il ne faut pas que ces armées-là se détournent de la mission originelle pour laquelle ils sont présents sur le territoire congolais. Tout cela ne peut se régler qu'à travers des mécanismes très clairs. Je note par ailleurs que dans quelques temps, 500 militaires angolais vont arriver. Alors là, c'est très clair pour le coup. Ces éléments viennent uniquement pour sécuriser le dispositif qui a été mis en place au cours du processus de Luanda, c'est-à-dire ce mécanisme ad hoc de vérification qui doit avoir la possibilité de vérifier l'effectivité du cessez-le-feu et pouvoir donc se déployer sur ces différentes zones. La question sera de voir comment est-ce que cela va s'articuler avec le dispositif de la force régionale qui continue évidemment à grandir, puisque vous l'avez annoncé en début, donc 45 éléments du Soudan du Sud seront déployés très prochainement. Arine Zouzi, tout le monde se pose cette question-là et elle s'impose, elle est un peu revenue en filigrane dans vos propos. C'est malgré la supériorité numérique, l'armée congolaise n'arrive pas à venir à bout du M23, donc Kinshasa accuse d'être soutenu par Kigali. Alors, est-ce l'état de l'armée congolaise ou est-ce parce que le M23 est suffisamment armé pour pouvoir tenir tête? Et cela dit, avec l'apport des forces des pays de la région, comment, selon vous, cette rébellion du M23 pourra-t-il toujours continuer de tenir face à toute cette force en face? Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui facilite, me semble-t-il, la tâche du M23, c'est probablement la difficulté pour la force régionale de jouer pleinement son rôle, étant donné que nous n'avons pas véritablement là une clarification au niveau de l'exécution de son mandat. Maintenant, il faut savoir aussi que le M23 bénéficie d'un soutien massif de Kigali dans ses opérations. D'ailleurs, la présence de troupes rwandaises a été constatée ça et là dans certaines zones. Est-ce qu'il y aura un engagement de la part de la force régionale? En tout cas, a priori, tel ne sera pas le cas, puisque on a plutôt l'impression que c'est une force d'interposition et peut-être le cas échéant de maintien de la paix. Mais pour déjà poser les bases de ce statut assez particulier, il faut que l'on ait effectivement des résultats probants. Il ne suffit pas d'aller rencontrer des chefs du M23 pour convenir du dispositif ou du chronogramme à mettre en place. Encore faut-il être en capacité de contraindre le M23 de respecter ses engagements. À côté de cela, vous avez bien évidemment l'armée nationale congolaise, les FARDC, qui continue à renforcer ses capacités opérationnelles et qui essaye, comme elle le fait à l'heure actuelle, de pouvoir également récupérer ses positions. Il faut quand même rappeler une chose très importante, et c'est peut-être là le paradoxe, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo sont là pour veiller scrupuleusement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. On ne peut pas reprocher à l'armée nationale de bouter hors du territoire les envahisseurs ou les agresseurs et les pointer du doigt pour telle ou telle initiative. Il faut rappeler que la RDC est un pays souverain qui dispose d'une armée qui doit jouer pleinement son rôle, et de ce point de vue-là, la RDC ne devra en aucun cas s'excuser de vouloir restaurer son autorité
administrative et politique sur l'ensemble des territoires qui sont, j'allais dire, concernés. Alors, au-delà des forces régionales, pensez-vous que ce conflit pourrait conduire à l'arrivée d'autres forces qui ne sont pas forcément des pays de la région? Comme je l'ai évoqué, en fait, les 2 risques, à l'heure actuelle, si, on ne résout pas de manière, durable cette, situation, vous aurez d'une part, des, dispositifs, militaires, étrangers, je pense, aux armées, amies, hein, il faut bien le rappeler, c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus, mais qui, poursuivent finalement un autre objectif, c'est celui, de poursuivre des groupes armés qui ont tendance à se replier en territoire congolais lorsque ils sont en opposition avec leur régime respectif, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, il y a le risque d'enlisement, parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois une multiplication d'initiatives à l'international, les deux j'allais dire, rendez-vous qui sont pour l'instant suivis et scrutés avec attention sont ceux de Nairobi, je l'ai évoqué, pour ce qui est de la dimension interne, et de Luanda pour ce qui est de la dimension externe. Vous avez le Conseil de sécurité qui, récemment d'ailleurs, dans une déclaration assez étrange d'ailleurs, invite le gouvernement congolais d'engager le dialogue, ce qui, d'une certaine manière, valide la thèse de Kigali, qui a toujours martelé le fait que ce qui se passait à l'Est était une affaire congolo-congolaise, mais qui martèle aussi le fait qu'une minorité serait menacée, en l'occurrence la minorité Tutsi, mieux connue sous le vocable Banyamulenge, et qu'il y aurait encore une menace FDLR dont on sait qu'elle est aujourd'hui quasiment inopérante. Donc, contraindre Kinshasa à un dialogue avec le M23, c'est non seulement faire fi de toutes les preuves qui ont été apportées jusqu'ici par les différents rapports onusiens, et c'est valider d'une certaine manière le discours que tient Paul Kagame depuis le début de cette crise. Merci à vous, Arine Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique spécialiste de l'Afrique centrale. Merci pour tous vos éclairages sur donc, cette situation en République démocratique du Congo. Bonne journée à vous, Arine Zouzi. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.